Fata Morgana. Il était toujours de bon matin lorsque Lodovico, un grand garçon sans moyens, venait rejoindre Rinaldo, son ami de fraîche date, dans les écuries de l'évêque de Catane. C'était devenu une habitude, presque un rituel, que ni l'un ni l'autre n'aurait voulu manquer. Le premier aimait raconter de belles légendes, le second adorait les écouter. Ce jour de l'an de grâce 1201, Lodovico trouva Rinaldo fort affairé à lustrer la robe baie du cheval préféré du prélat, un superbe pur-sang arabe. Les muscles de l'animal tressaillaient au contact de ses mains armées de brosses. Après l'avoir salué, Lodovico s'adossa nonchalamment à une botte de paille et commença son récit. C'était au temps du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, loin, très loin d'ici, dans la pluvieuse et brumeuse île de Bretagne. Profitant du retour des beaux jours, un Gallois chassait près du manoir où il avait été élevé. Plein d'entrain, le jeune homme dardait ses javelots contre les bêtes de la forêt, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, faisant mouche à chaque fois. Soudain, un fracas épouvantable, une cavalcade assourdissante, comme seule une bande de diables aurait pu la mener, ébranla la voûte végétale. Le jeune Gallois raffermit sa prise sur le manche de son arme de jet, prêt à affronter 1000 démons tapageurs, car il ne manquait pas de courage. Lodovico marqua une pause, guettant la réaction de son ami. Une esquisse de sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'il vit le garçon d'écurie cesser de bichonner l'animal, puis se retourner vers lui, trépignant d'impatience. « Pourquoi t'arrêtes-tu ainsi ? Ton histoire a l'air belle et bonne, ne me fais point languir. » 5 êtres de fer, étincelants, enchaîna vivement Lodovico, montés sur des rapides coursiers, ne tardèrent pas à surgir d'entre les fourrés pour se retrouver nez à nez avec le Gallois. Ils quadrillaient le pays à la recherche des ravisseurs de 3 pucelles de leur famille. Lodovico venait de ralentir son débit. Le jeune chasseur les trouva si beaux et si étranges qu'il les prit pour des anges. Il s'agenouilla devant eux, récitant son credo. « Ce sont des chevaliers !» l'interrompit aussitôt Rinaldo. « Ton héros est un nigaud ou un sauvage qui n'est jamais sorti de sa cahute. » En effet, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait des chevaliers. Sa mère l'avait tenu éloigné du reste du monde dès sa plus tendre enfance. Elle voulait le protéger. « De quoi ?» le coupa de nouveau le palefrenier, les sourcils relevés pour mieux signifier son incompréhension. « Cesse donc de m'interrompre, tu es vraiment impossible. Si Dieu m'a fait une langue, c'est bien pour poser des questions, » objecta Rinaldo. « Bon, excuse-moi, continue, je te prie. » La pauvre femme, poursuivit-il, avait déjà perdu 2 fils lors de joutes. Brisée par le chagrin, elle s'était jurée de cacher à son petit dernier, sa seule raison de vivre, l'existence de son nom, de son noble lignage, ainsi que de la chevalerie. Mais ces 13 années de silence allaient être ruinées en un instant, celui d'une rencontre. Le capricieux destin, qui aime à se jouer des hommes, en avait décidé autrement. Il venait de placer sur la route du Nice ce que sa mère redoutait tant. L'étudiant parlait d'une voix haute et bien timbrée, pleine de passion. Il contait comme d'autres écrivaient. Les mots affluaient de sa bouche, domptés, polissés, ciselés. Un vrai bonheur. Captivé par le récit, Rinaldo délaissa sa tâche pour venir s'asseoir auprès de son ami. Il buvait chacune de ses paroles. Son visage poupin et sans grande beauté semblait transfiguré par la joie. Un bonheur de courte durée. En effet, le palefroid, laissé sans surveillance, avait rompu ses attaches. Quand les 2 jeunes gens réagirent, il était trop tard. Le coursier avait franchi le portail et s'éloignait en trottinant en direction du mont Gibel. Ils le regardèrent disparaître dans le lointain. Parti, lâcha Rinaldo en branlant du chef effaré. Maudit soit mon amour des contes.
Lodovico ne put s'empêcher de rire en voyant sa mine déconfite. « Cela n'est guère charitable de ta part, Lodovico. Si je ne retrouve pas vite cette bestiole, je peux dire adieu à ma place. » Il se frappa le front dans un geste de désespoir. L'étudiant cessa alors de se gausser du petit palefrenier. « Ne t'en fais pas, on va le ramener, ce cheval. Nous en serons quittes pour une bonne balade. Plaise à Dieu que tu aies raison, » se contenta de répondre Rinaldo d'un air grave. En hâte, ils s'équipèrent. Une besace sur l'épaule, une gourde au côté, un bâton à la main. Ils marchèrent toute la matinée, sillonnant la campagne d'un pas rapide, leurs pensées tournées vers un seul but, un seul espoir, retrouver le palefroid de l'évêque. Une ou deux fois, ils aperçurent le coursier. L'animal semblait se jouer d'eux. Il ralentissait l'allure, se figeait pour observer l'approche de ses deux poursuivants ou brouter, renâclait, puis repartait de plus belle quand il tentait de l'attraper, faisant enrager les deux amis. Au fur et à mesure qu'ils progressaient dans l'arrière-pays, le cône menaçant du mont Guibel grandissait, devenant de plus en plus imposant. Bientôt, il emplit tout l'horizon. D'inquiétantes rumeurs circulaient sur son compte. Séjour des fées pour certains, bouche de l'enfer pour les autres. Si bien que les gens du cru l'évitaient soigneusement, de peur de faire une mauvaise rencontre. Sans oser se l'avouer l'un à l'autre, les deux amis espéraient ne pas trop s'attarder en ces lieux. Plusieurs hennissements étouffés se firent entendre à Sénestre. Rinaldo et Lodovico coururent dans cette direction, empruntant une sente qui lassait le flanc évasé de la montagne, passèrent entre de noirs blocs de roches volcaniques pareils à des géants pétrifiés. Derrière de maigres fourrés, ils découvrirent l'entrée d'une caverne. Le passage était assez large pour qu'un cheval puisse s'y aventurer. Rinaldo et Lodovico s'en approchèrent. Indécis, ils restèrent un moment à scruter les ténèbres. À nouveau, un hennissement résonna, assourdi et lointain. Aucun doute possible, la bête était à l'intérieur de la grotte. Rinaldo fit mine d'avancer vers la déchirure béante, mais Lodovico l'agrippa par le coude en protestant. « Arrête! Pas question de nous enfoncer là-dedans. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Et si c'était un piège? Était-ce bien ton cheval que nous avons entendu? Quelqu'un ou quelque chose essaye peut-être de nous attirer sous terre. Mais dans quel but? Je ne sais pas. Peut-être pour nous dévorer ou s'emparer de nos âmes. Je t'en prie, rebroussons chemin. » Rinaldo frissonna, tiraillé entre le désir de ramener le palefroid à son propriétaire et l'envie de s'enfuir à toutes jambes de cet endroit peu rassurant. Il hésitait sur la conduite à tenir. Finalement, il se décida. « Je dois y aller. Je n'ai pas le choix. Attends-moi ici. Dans la clarté du jour, tu ne risques rien. » Déjà, il s'était glissé dans la noire ouverture. Piqué au vif par les propos de Rinaldo, Lodovico inspira profondément, puis s'engagea à son tour à l'intérieur. « Attends-moi, tête de mule. Il ne sera pas dit que j'ai flanché devant le péril. » Ils furent comme frappés de cécité quand l'obscurité les happa. Rinaldo, qui ouvrait la marche, avançait à tâtons, appuyant sa main droite à plat sur la paroi humide, tandis que Lodovico, accroché à l'épaule de son ami, se laissait guider. Ni l'un ni l'autre n'osait proférer la moindre parole. Ils avancèrent ainsi, aveugles et muets, jusqu'à perdre la notion du temps écoulé. 10 minutes, 1 heure, 2 heures, peut-être plus. Au bout d'une éternité de ténèbres, un point clair apparut, droit devant eux, puis se mit à grossir. Leur allure se fit plus rapide. Enfin, ils pénétrèrent dans la lumière, en clignant des yeux. Ils se trouvaient au bord d'une forte pente. Sidérés, Rinaldo et Lodovico sifflèrent entre leurs dents. Ils contemplaient un paysage aussi merveilleux qu'inattendu. Les rayons du soleil à son zénith éclairaient l'intérieur de l'immense gueule du mont Guibel, révélant un océan de verdure, ondoyant sur des lieues et des lieues, seulement striés de pommiers en fleurs, et par endroits nimbés de pollen.
Aux confins de cette vastitude s'élançait, majestueuse, une forteresse qui semblait de verre coloré. Ses murs vitraux rougeoyaient, tels de la lave en fusion, et des fumerolles s'échappaient de ses longues cheminées. « C'est incroyable ! Tu y comprends quelque chose, toi ?» demanda Rinaldo. « Rien de rien, » concéda Lodovico. « Viens, hâtons-nous vers ce château, nous en saurons plus là-bas. » À peine eurent-ils foulé l'herbe tendre, trempée d'une éternelle rosée, que des cavaliers cuirassés d'or et d'argent les encerclèrent. Ils avaient surgi de nulle part, sans un bruit. Le cercle de lances pointées sur leur ventre se resserra peu à peu. « Messire chevalier, Messire, mais voyons !» s'exclama avec indignation Lodovico. « Et les règles de l'hospitalité ?» 2 chevaliers l'avaient saisi sous les aisselles. « N'auriez-vous pas aperçu un cheval-bai ? Non. Eh, ce ne sont pas là des manières de gentilhomme !» cria à son tour Rinaldo. Suspendu à quelques pouces du sol, qui défilait à toute vitesse, entre 2 coursiers au galop, les jambes repliées contre le corps, tirés à hue et à dia, les 2 amis furent entraînés vers le château translucide. Rinaldo et Lodovico franchirent enfin le porche central du castel féerique. Jamais, au grand jamais, on en avait construit de plus beau. On voyait bien, à ses tours gracieuses, à ses flèches cristallines et à ses arches graciles aux proportions harmonieuses, que la bâtisse était œuvre de fées ou de magiciens. Libérés de toute entrave, ils avaient chu brutalement sur le perron, de quartz grenat. À peine s'étaient-ils relevés, se massant les membres endoloris, que d'autres mains gantées d'acier les poussèrent sans ménagement vers l'intérieur du palais. 2 portes d'améthyste s'ouvrirent sur une salle de bal bondée de chevaliers, tous fort beaux et richement vêtus, qui festoyaient. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée à leur entrée. Un individu, gonflé de suffisance, vint à leur rencontre, une main négligemment posée sur la poignée de sa dague. « Soyez les malvenus. Nul ne peut se vanter d'être parvenu jusqu'ici et d'en être reparti sur ses 2 jambes. Vous allez payer votre outrecuidance. » Une voix impérieuse le coupa. « Il suffit. Que vos méchantes paroles ne font pas honneur à ma cour. De votre bouche ne sortent que vilainie, insultes ou moqueries. Quand donc cesserez-vous d'être déplaisants ?» Les 2 amis avaient sursauté à la mention de ce nom. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. « Que ? As-tu entendu ?» murmura Rinaldo éberlué. « Ce triste sire porte le nom du sénéchal bourru du roi Arthur. »« Il en possède aussi le sale caractère, » ajouta Lodovico. « Nous sommes en pleine fantasmagorie. » La voix, qui venait de dessous un magnifique dais, retentit à nouveau. « Bienvenue dans l'autre monde. Gauvin, mon beau neveu, et vous, Sagremort, brave chevalier, accompagnez donc nos hôtes jusqu'à mon lit de douleur. » Un éclair de fureur passa dans les yeux du dénommé Queux, qui, sans demander son reste, s'éloigna. 2 seigneurs aussi affables qu'enjoués prirent Rinaldo et Lodovico par la main pour les mener devant leur maître alité, les coudes ramenés derrière lui. Les 2 amis fixèrent le linge immaculé qu'enroulait autour de sa poitrine nue, ensanglantée, une femme d'une incomparable beauté. Elle avait les gestes tendres et caressants d'une sœur ou d'une épouse. L'homme, qui avait remarqué leur regard insistant et interrogateur, se redressa encore un peu plus, ce qui le fit grimacer de douleur. Pourtant, il parla d'une voix posée, calme, comme il seyait à un monarque. « Oh, une vieille blessure de guerre qui a du mal à se refermer. Heureusement, reprit-il en désignant la beauté postée près de lui, Morgane, ma demi-sœur, veille sur moi. C'est elle qui a bâti ce palais. C'est une grande magicienne. Pour ma part, je suis Arthur, fils d'Uther Pendragon. Vous avez peut-être entendu parler de moi. Mais asseyez-vous donc, cher voyageur, vous devez être épuisé. » Rinaldo et Lodovico restaient cois, dévisageant le blessé.
Malgré sa position alanguie, bien peu royale, et la souffrance qui tordait par instants ses traits empreints de noblesse, Arthur était comme il l'avait toujours imaginé. Digne, imposant, une incarnation de la puissance, de la sagesse et de la bonté. Le premier, Rinaldo, retrouva sa langue. « Mon nom est Rinaldo, votre majesté, dit-il en s'inclinant respectueusement. Et voici Lodovico, un clerc très instruit. Pour sûr, noble seigneur, que je vous connais. C'est même à cause de vous que j'ai perdu le palefroid de mon maître, l'évêque de Catane. » L'étonnement fit bruire l'assemblée et sourciller Arthur. « Qui ne connaît pas le célèbre, le légendaire roi Arthur ?» ajouta Lodovico. « Comme à son habitude, reprit Rinaldo, mon ami me racontait les aventures de vos chevaliers. Celle de Perceval, précisa Lodovico. J'avais à peine débuté mon récit. Bref, le coupa Rinaldo. J'en oubliais de surveiller le cheval de monseigneur l'évêque, qui en profita pour jouer la file de l'air. Nous l'avons poursuivi jusqu'ici. » Arthur eut un pâle sourire. Ainsi donc, après tout ce temps, ces 7 siècles écoulés, on raconte encore mes hauts faits et ceux de mes chevaliers ? Bien davantage que ne l'imagine votre majesté, répondit Lodovico. Vous êtes à la mode, votre renom a franchi les frontières. D'Italie à la Norvège, on se pâme à la lecture de vos aventures. Les moines préfèrent écouter vos exploits que les serments et les homélies. Dans les cours d'Occident, on vous célèbre comme le parangon de toutes les vertus, et ceux de la table ronde brillent au firmament de la chevalerie. On vous imite, vous êtes un modèle. Plus qu'Alexandre le Grand, interrogea Arthur. Plus qu'Alexandre et Charlemagne réunis, affirma sans hésitation Lodovico. Je comprends maintenant pourquoi je ne suis ni mort ni vivant, dit Arthur dans un souffle à peine audible, mélancolique. Majesté, vous ne disparaîtrez jamais tout à fait, acquiesça Lodovico. Nul repos, tel est le sort des héros de légende. Pour les siècles à venir, je puis le prédire, sans être grand devin, votre existence et votre œuvre de paix inspireront bien des artistes. Arthur hocha la tête, triste et joyeux à la fois. Triste parce que cette immortalité lui pesait, joyeux car il était dans la mémoire des gens, sa vie n'avait donc pas été vaine. « Sire, puis-je me permettre une question ?» demanda Lodovico. Le monarque émergea de ses pensées. « Pardonnez-moi, l'ami, que voulez-vous savoir ?» Si j'en crois la tradition, après avoir été mortellement blessé à la bataille de Cambla, vous fûtes transporté en Avalon. C'est la vérité, fit Arthur. Ainsi donc Avalon serait la Sicile, confirma le noble roi. Oh ça alors, s'exclama Lodovico. Je croyais l'île plus au nord, près des côtes de la Grande ou de la Petite Bretagne. Puis-je me permettre de vous importuner encore ? J'ai tant de questions, tant de choses à éclaircir. Rinaldo et Lodovico passèrent le reste de la journée ainsi qu'une bonne partie de la nuit à converser avec Arthur. Avec sa permission, Lodovico consigna même les faits qui lui étaient inconnus et qu'il jugeait dignes de mémoire. Le lendemain matin, ils firent leurs adieux au roi et quittèrent le palais enchanté. Ils empruntèrent à nouveau le tunnel souterrain, débouchèrent sur le flanc du volcan, puis regagnèrent Catane. Ils avaient avec eux le palefroid que des écuyers d'Arthur avaient retrouvé et chargé de présents de grande valeur. De retour, les 2 jeunes gens contèrent à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, et ils étaient nombreux, y compris le prélat, leur rencontre avec le roi Arthur et Morgane, la dame du mont Gibel. Un public émerveillé se massa peu à peu autour d'eux pour écouter l'aventure arthurienne, dont Rinaldo et Lodovico étaient les héros. Personne ne retrouva plus l'entrée du monde des légendes. Pourtant, de nombreuses histoires continuent à circuler de nos jours sur le compte d'Arthur et de sa demi-sœur dans le sud de la péninsule italienne. Encore aujourd'hui, on raconte qu'en plein été, lorsque le soleil réchauffe les eaux du détroit de Messine, on peut voir le fantomatique palais de Morgane flotter dans le ciel bleu de Sicile. C'est la Fata Morgana,
le mirage de Morgane la fée.